Dunkerque qui quand même apparaît un petit peu comme une ville assez énigmatique parce qu'elle évoque aussi bien la disparition avec cette destruction qu'elle a subie en 40 et puis en même temps une hyper-représentation avec ce port, cet énorme port qui est le troisième port français, je crois, qui a été un fleuron de la sidérurgie dans les années 60, qui est vraiment gigantesque pour reprendre l'expression de la triennale de Dunkerque. Et puis Dunkerque, on peut dire que nous, partout, on le voit de plus en plus, à travers le cinéma, à travers les séries, à travers les téléfilms, comme si finalement ça correspondait à notre imaginaire urbain. Il fallait vraiment que la ville soit bien certaine d'elle-même pour pouvoir résister à sa propre histoire que l'on connaît. Et nous allons découvrir ce soir à quelles conditions cela a pu se faire et avec quelles ressources. On pourra mesurer le rôle et l'importance du politique, d'une volonté politique locale qui a su structurer et développer l'ensemble du territoire, l'audace et le potentiel d'innovation que recèle cette ville. Dunkerque est un territoire d'observation privilégié de la part des chercheurs, et ça on va le mesurer en entendant l'histoire racontée de l'agence d'urbanisme, et puis de ces actions culturelles et urbaines qui elles-mêmes, dans les quartiers défavorisés, inventent ou reprennent des outils et des méthodes qu'on n'a pas vu souvent appliquées. Dunkerque, c'est aussi une ville de culture, une culture partagée qui innerve l'ensemble du territoire, avec le carnaval, un patrimoine immatériel qui fait perdurer les traditions, et aussi une culture contemporaine qui démontre l'adéquation d'une population qui se retrouve dans le temps présent. Nous sommes très heureux d'accueillir vous, Patrice Vergrit. Vous êtes maire de Dunkerque, mais aussi président de la communauté urbaine de Dunkerque depuis 2014. On peut noter aussi, je crois que c'est important, ça serait important par rapport à vos propos, que vous avez été conseiller technique auprès de Claude Barthelone au ministère de la Ville et aussi auprès de Martine Aubry au ministère de l'Emploi. Vous êtes également président de l'association France Ville Durable. Nous accueillons aussi Olivier Ratouy, qui est philosophe de formation, qui est philosophe, docteur en histoire et civilisation et professeur à l'Université de Paris-Ouest à Nanterre-la-Défense. Vous avez débuté, ou vous étiez au début de votre carrière à Dunkerque, en tant que chercheur à l'agence d'urbanisme. Patrick Lebellec, vous êtes chargé de mission à la direction de la culture et des relations internationales à la ville de Dunkerque, et vous êtes fondateur ou cofondateur du collectif En Rue, EN, plus loin, RUE. Et Paul Leroux, vous êtes directeur du château Coquel, on peut dire un centre culturel, et vous allez nous en dire plus pour qu'on le découvre. Je vous remercie. On va commencer par vous, Monsieur Vergrit, en vous demandant de faire un portrait de votre ville, enfin tel que vous la voyez vous, hein, ça peut être très personnel. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que quand je commence, bonsoir à tous, hein, quand je commence à parler de Dunkerque, ou quand un maire commence à parler de sa ville, on ne sait plus l'arrêter. Donc je vais essayer de donner quelques repères. Dunkerque, d'abord, c'est une commune de 80 000 habitants, dans une agglomération qui fait 200 000 habitants. Ce matin, d'ailleurs, j'ai donné les habitants au maire de Chalon-sur-Saône. Il me dit « Ah bon, il n'y a que 200 000 habitants dans l'agglomération dunkerquoise ?» Comme quoi, il faut croire que dans l'imaginaire, on est très nombreux à Dunkerque, mais on est 200 000. C'est une ville ouverte sur le monde. Vous l'avez dit, troisième port de France, mais aussi un territoire au cœur des grandes migrations internationales.
Si vous regardez l'actualité de Dunkerque aujourd'hui, par exemple, c'est une histoire d'évacuation de camps d'exilés sur la commune de Grande-Synthe. On accueille plus d'exilés, par exemple, que Calais au moment où je vous parle. Donc c'est une ville qui est au cœur des problématiques des migrations internationales, donc vraiment une ville ouverte sur le monde. C'est une ville, vous l'avez dit, qui a une histoire singulière, non seulement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a quasiment totalement rasée, hein, à 80%. C'est bien plus que ça d'ailleurs, hein, puisque le 9 mai 1945, puisque Dunkerque a été libéré le 9 mai, il reste moins de 300 habitants dans la commune de Dunkerque. Finalement, à Dunkerque, tout le monde est réfugié. Non seulement la ville est rasée, mais il n'y a plus personne. Et l'État se pose même la question de est-ce qu'il faut reconstruire Dunkerque. Le choix est fait finalement de le reconstruire. Et finalement, la reconstruction de Dunkerque va aussi donner le caractère un peu particulier de la ville, comme si donc, la ville était repartie à zéro, finalement, le 9 mai 1945. Et ça va notamment conditionner son économie et beaucoup de choses par ailleurs, y compris son urbanisme. Et puis, dans le portrait de Dunkerque, je suis obligé de parler évidemment du plus important, c'est-à-dire les Dunkerquois. Parce que finalement, les Dunkerquoises et les Dunkerquois, c'est probablement la plus grande richesse de la ville. Population accueillante, vous avez parlé du carnaval, ça témoigne d'un certain esprit à Dunkerque. On aime faire la fête. Mais je pense que ce qui marque le plus, si vous venez à Dunkerque, c'est vraiment cette grande tradition d'accueil. Vraiment, c'est pas une légende. Quand on vient travailler à Dunkerque, l'histoire, on pleure deux fois, c'est vrai. C'est-à-dire que l'image et le préjugé est tellement forte sur ces villes du Nord qu'évidemment, au départ, en général, quand on est parisien ou du Sud, on n'est pas content de venir à Dunkerque. Mais quand on quitte cette ville, c'est dur. Parce que le tissu de lien social qu'on arrive à construire dans cette ville est toujours remarquable et des souvenirs inoubliables. Et je suis certain qu'Olivier, maintenant qui pleure à Nanterre, doit s'en rendre compte et doit se rendre compte de la richesse du lien social à Dunkerque. Voilà pour brosser rapidement le portrait, mais très vite. Alors, on reviendra avec d'autres questions parce qu'il y en a beaucoup. Mais je voudrais demander maintenant à Olivier Ratouy de revenir un petit peu sur... peut-être pas sur l'histoire elle-même, mais puisque vous avez rassemblé les archives de l'agence d'urbanisme, sur la ville à travers les travaux de l'agence d'urbanisme et comment cette agence d'urbanisme a un petit peu redéfini les choses. Sachant que vous avez été directeur de l'agence d'urbanisme aussi. Donc vous pouvez intervenir. Hein, je ne sais pas comment vous préférez... Donc, vous voulez parler archives. C'est sévère comme, non, question. Non, je sais pas, moi, je suis prêt à le faire. Je vais repréciser la question. C'est qu'on a l'impression que l'agence d'urbanisme, étant une des premières agences d'urbanisme, elle a tout de suite mis en œuvre des procédés très innovants. Et peut-être qui ont été repris plus tard par d'autres agences d'urbanisme. Et c'est peut-être ça, ce ferment, qui est intéressant à travers cette agence. Alors, c'est vrai que l'agence d'urbanisme qui s'appelle l'AGUR, dont Patrice Virgrit a été directeur, est une agence qui, dans le paysage de l'urbanisme français, est très, très importante. Très significative. Elle a été créée en 1972. Et ce qui me semble peut-être important... Bon, j'ai eu la chance d'y travailler un peu, d'ailleurs pas extrêmement longtemps, mais ça a été fort intéressant pour moi, qui suis plutôt chercheur quand même. Et donc, voilà, c'est peut-être ce que je pourrais en dire, c'est que à Dunkerque est très marqué par l'action de l'État durant tout le XXe siècle, mais surtout durant ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, l'après-guerre. Hein. Alors j'avais des petites choses à vous montrer, si vous voulez, je peux le faire également, avec la reconstruction, et puis ensuite avec l'arrivée de la sidérurgie sur l'eau, donc Usinor en 1956. Donc tout ça, c'est vraiment l'aménagement du territoire conduit par un État qui est puissant et qui décide. Et ce qui me semble assez remarquable à Dunkerque,
et donc digne d'être remarqué, c'est que en fait, il y a une culture de l'expertise locale qui est puissante, qui est ancienne, et qui se traduit finalement par la création de cette agence d'urbanisme au début des années 70. D'ailleurs, contre le projet de l'État, parce que l'État a un projet de cellules locales, et ce sont les élus locaux et le tissu local qui constitue cette agence. Et donc, c'est effectivement une agence d'urbanisme, mais c'est un lieu de projet, c'est un lieu de réflexion, et qui s'est illustré en France par, à ce moment-là, au début des années 70, par ce qu'on a appelé la bataille du SDO, c'est-à-dire que donc après la loi d'orientation foncière, fin des années 60, il y avait les premiers schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, et grâce à cette agence d'urbanisme, le milieu local a élaboré un projet qui était en conflit, en rivalité avec celui de l'État, et qui finalement a réussi donc à obtenir que les grandes perspectives d'aménagement soient celles qui étaient décidées localement. Et c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et puis, par la suite, donc cette agence a été vraiment, et elle est toujours d'ailleurs, un lieu, je crois qu'il s'y passe toujours des choses très, très intéressantes, par exemple dans le domaine de la cartographie et de l'activité économique. Je crois qu'il y a des choses vraiment intéressantes là, aujourd'hui. Mais il est vrai aussi que dans les années 90, il y a eu la création de l'Université du Littoral Côte d'Opale, et qu'il y a eu donc une sorte de second pôle d'expertise locale qui a pu se développer, beaucoup avec l'appui de l'agence d'urbanisme. L'agence d'urbanisme a été très, très active dans ce processus. C'était l'époque où vous y étiez? Moi, je suis arrivé en fait en 2000 au moment de la transition en fait. Voilà, donc cette université s'est développée sur les trois sites de Boulogne, Calais et Dunkerque, mais le siège se trouve à Dunkerque. Et donc, où j'ai eu le plaisir, la chance de travailler un certain nombre d'années. Très bien. Et alors, cette agence s'est rapidement positionnée sur la question du territoire. Et donc Dunkerque, c'est aussi un territoire. Alors, pour revenir en fait sur la question de l'agence, finalement, quel rôle elle a joué? En fait, pour reprendre ce que disait Olivier, 1945, les années 50, comme le disait Olivier, la ville est très marquée par la volonté étatique. Voilà, c'est l'État qui impose ses règles, ses normes, sa vision au territoire. Et forcément, quand vous mettez le balancier un peu trop loin, au niveau des acteurs locaux, à un moment donné, il y a la volonté d'exister aussi, d'exprimer aussi une volonté de peser sur son destin. Et à l'époque, la communauté urbaine était à peine naissante, voilà, donc elle était très peu structurée, c'était des objets techniques, ça ramassait les déchets, voilà. Et finalement, l'agence d'urbanisme a joué le rôle, ce que dit Olivier, de ces cadres qui venaient, face à l'État, exprimer une vraie expertise locale pour dire non mais vous n'allez pas nous imposer que votre vision, on a des choses à vous dire. Et donc ça a été l'instrument technique du contre-pouvoir local pour que l'État ne puisse pas dicter ses règles. En fait, le premier établissement d'un rapport de force entre les acteurs locaux et l'État, c'est par le truchement de l'agence d'urbanisme. Après, petit à petit, les choses se sont régulées. La communauté urbaine s'est mise à se structurer, a construit son équipe de cadres également. Et aujourd'hui, en fait, c'est une ingénierie locale toujours très très forte et très innovante, comme l'indique Olivier, se partage maintenant, j'ai envie de dire, entre les équipes de l'agence d'urbanisme, les équipes de la communauté urbaine et d'autres, le GIP, Énergie, donc d'autres équipes qui effectivement maintenant structurent ce travail. On est toujours dans une logique de rapport de force avec l'État, mine de rien. C'est-à-dire que comme il y a une expertise locale forte, une volonté politique forte, voilà, vous le sentez,
C'est vrai que l'agglomération est en demande de plus forte autonomie et veut davantage peser sur son destin aujourd'hui. Donc ce rapport de force que raconte Olivier, qui est né dans les années 70 avec l'agence d'Urba, il existe aujourd'hui encore, moins incarné par l'agence urbanisme seule, beaucoup plus incarné, j'ai envie de dire, par les rapports entre politiques. Mais cette histoire est toujours valable aujourd'hui et on est toujours dans un rapport de force sur l'évolution de ce territoire. Et vous pourriez nous parler de la composition urbaine de la ville, comment elle s'est... Enfin, il y a eu des grands changements urbains. Il y a eu le projet Neptune, le Grand Large. Le Grand Large, oui. Donc la ville a changé de forme, puisqu'on est dans la thématique de la forme d'une ville. Vous avez des images que vous pouvez nous montrer? J'avais préparé quelque chose, mais donc ça va être tout à fait dans un autre ordre. Je suis désolé. Je m'étais arrêté. Enfin, j'avais commencé par cette idée de traumatisme, en fait, parce que donc la thématique du prendre soin allez comme vous voulez. Et donc voilà les images de la destruction. Dunkerque a connu effectivement des destructions extrêmement importantes, des immeubles entièrement détruits, mais aussi beaucoup d'immeubles endommagés, comme toutes les villes détruites d'ailleurs, et donc qui ont occasionné une véritable table rase de fait par les bombes. Bon, on le voit bien sur cette magnifique photographie aérienne qui date quand même des années 50, puisque le port déjà a redémarré son activité. Voilà, donc, la période de reconstruction. Donc, il faut insister sur le fait que Dunkerque est une ville portuaire, et donc la priorité a été donnée à la reconstruction du port sur la reconstruction urbaine. Et je trouve que cette photo, qui est une carte postale d'ailleurs, je crois, est vraiment intéressante, parce qu'on voit tout en haut les grues du port qui sont relevées. Et puis devant la cité administrative, dans les baraquements provisoires. Donc c'est dans ces baraques-là que les architectes travaillaient, ont élaboré les plans de reconstruction situés donc non loin de la gare. Et donc les Dunkerquois ont pendant quelques années vécu dans un urbanisme dit provisoire, dans des chalets, américains, des chalets canadiens, suisses, etc. Et ça a été une ville d'ailleurs qui a été une vie urbaine très appréciée. Et ici, c'est un aménagement sur les terrains des fortifications. Voilà le plan de reconstruction de Dunkerque, donc 1947. Alors, la reconstruction, c'est très difficile d'en parler en 2 minutes parce que c'est très compliqué. Mais on pourrait dire qu'à la fois, c'est très respectueux de la ville d'avant, d'une certaine façon, puisque ça s'appuie sur le plan de la ville détruite, mais qu'en même temps, cette ville est modernisée. Elle est rationalisée. Il y a donc, par exemple, il y a des axes que l'urbaniste en chef Levaux a voulu mettre en avant pour hiérarchiser, donc recréer notamment et développer un axe est-ouest et puis un axe nord-sud qui rejoignent la gare, ce qui n'existait pas avant-guerre. Et puis développer aussi les espaces verts qui étaient assez peu nombreux dans la ville ancienne. Et évidemment en bénéficiant d'une part de la démolition des fortifications, puisque c'était une ville fortifiée, et puis en même temps du départ d'un certain nombre d'activités qui étaient situées au centre-ville, dont par exemple les militaires, qui occupaient une partie importante du centre-ville. Voilà, on pose la première pierre en 1949, la ville reconstruite. Donc voilà, alors en termes de réparation après les traumatismes, la première réparation, c'est peut-être ça, c'est la reconstruction elle-même, qu'on puisse retrouver une ville. Mais
mais cette reconstruction a été assez longue, assez lente. Il a fallu attendre en fait presque la fin des années 1950 pour que la ville soit reconstruite, même tout début des années 60. Là, ça se situe au centre-ville, sur la place Jean Bart, qui est un peu différente à présent. Ici, donc, ce fameux axe est-ouest, donc une architecture moderne, on le voit, très composée, hein, par un architecte qui s'appelait Niermans, qui s'est inspiré d'ailleurs de certains éléments de référence de l'histoire de l'architecture. Et puis, je saute un peu rapidement, mais justement aux années 90, voilà un autre élément de réparation, si je suis sur votre thématique du prendre soin, n'est-ce pas? Donc de la façon dont la ville s'est ressaisie elle-même. Donc ici, il y a justement cette université qui est au second plan, donc ce grand voile. Et puis au premier plan, il y a le musée portuaire qui a été installé donc dans d'anciens entrepôts, et ce qui est le cas également, mais on ne voit pas sur cette photographie, donc de l'université, et puis derrière l'entrepôt des sucres qu'on a pu évoquer. Voilà également le FRAC, donc ça c'est qui est lié. Alors un autre traumatisme local, ça a été la fermeture des chantiers navals en 1986 ou 87, et puis en quelques années plus tard, donc en 2013, dans le cadre du projet d'aménagement, ce grand bâtiment qu'on appelait la cathédrale, hein, si je ne me trompe pas, et qui a été donc réaménagé par les architectes Lacaton et Vassal en faisant ce choix de dédoubler ce grand volume de façon, je pense, assez réussie. Enfin, je vois une approbation. Voilà, et puis ce projet que moi je trouve quand même vraiment intéressant, je dois dire. Donc l'entrepôt des sucres avec un aménagement, donc c'est l'architecte qui s'appelle Falocci qui a fait ça, et l'idée, mais là Patrice Vergrit en parlerait bien mieux que moi, était de regrouper en fait différentes structures qui travaillaient, qui avaient comme mission l'aménagement, l'urbanisme. Donc il y a l'agence d'urbanisme, il y a le CNFPT, et puis les archives qui sont maintenant qui ont été vraiment mises en valeur, et donc pour créer un centre de la mémoire. Et je trouve que c'est très symbolique quand même ce choix de centre de la mémoire dans cette ville détruite et reconstruite, parce que ça veut dire qu'il y a un regard sur le passé qui est renouvelé, qui est plutôt fait d'acceptation. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très important qu'il y ait eu ce bâtiment. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée pour cette ville, parce que ça sert d'appui quand même à la reconstitution d'un passé, donc un appui aussi pour les projets à venir. Oui, je voulais mentionner, parce que je trouvais intéressant ce documentaire qui a été fait par Frédéric Touchard là, il y a 2 ans, Dunkerque se reconstruire, et j'ai trouvé sur Facebook un commentaire de je ne sais pas qui parle du phénix dunkerquois, donc de la ville qui se reconstruit, qui renaît sans cesse. Et ça, c'est une thématique qu'on trouve beaucoup à Dunkerque depuis le début du XXe siècle. Cette idée de ces capacités à rebondir, à se recréer, à se renouveler. Voilà, alors un élément qui me semble important, c'est cette histoire de jeu collectif, j'ai envie de dire, à Dunkerque, c'est-à-dire en particulier sur le plan du territoire, l'intercommunalité. Dunkerque est une des très très rares villes à avoir, dès la première loi d'urbanisme, qui était la loi dite Cornudet, donc 1919, à avoir adopté un plan, un projet d'agglomération.
Donc il y a à peine quelques exemples en France de villes qui ont choisi de mettre en place cette approche-là avec un projet d'entente intercommunale et de réflexion à l'échelle de l'agglomération. Plan du zonage. Une modernisation à ce moment-là, je vais passer rapidement avec les plans d'assainissement de la ville. Je passe la reconstruction et puis dans les années 50, il y a le développement du port avec Usinor, avec la sidérurgie sur l'eau et la création de la commune enfin non pas de la commune puisqu'elle existe, mais de la ZUP des Nouvelles-Saintes, de Grandes-Saintes, qui est à l'ouest ici, et donc un fort développement en fait de l'ensemble de l'agglomération. Donc il y a un changement de dimension. Voilà un plan de la reconstruction. Donc on a été très, très, très soucieux à Dunkerque alors c'est vrai que c'est un peu une culture du Nord aussi, mais de la dimension d'agglomération, et je trouve que c'est pas un hasard si aujourd'hui le maire de Dunkerque est président de la communauté urbaine. Je crois qu'il faut vraiment le souligner. Voilà, Usinor, j'ai peut-être beaucoup d'images, je vais passer rapidement. Un projet de synthèse des schémas d'aménagement de Dunkerque à Calais, et voilà le gigantisme dont il était, qu'on a évoqué, hein, avec des projets de création de nouvelles darses portuaires absolument gigantesques. Tout ça n'a pas été réalisé, je le précise. Et puis voilà, je vais m'arrêter là-dessus, donc sur l'image du grand large. Et puis, puisqu'on est ici, ces bâtiments évidemment très réussis esthétiquement, en tout cas, de Nicolas Michelin, et qui ont donné une identité à cette partie de la ville. Voilà. Merci beaucoup de cette synthèse. Donc pour Monsieur le maire, vous vous retrouvez donc à Dunkerque devant mener une politique et puis poursuivre une politique urbaine avec des habitants. Mais qui sont ces habitants? Quelle est cette ville? Quelle est cette économie devant laquelle vous vous trouvez, et les éléments En 2014 plusieurs choses. D'abord, sur la population, je vais commencer par la dimension peut-être un petit peu plus politique. En 2014, je trouve une population, je l'ai dit souvent, qui a peur de mourir. 2013, Dunkerque devient champion de France de la démographie négative. En 2013. Il n'y a plus d'implantation industrielle depuis 10 ans. L'image du territoire reste plombée. On en parlait tout à l'heure. Et finalement, ce qui me frappe dans la campagne des municipales de 2013-2014, c'est le mot mort. C'est-à-dire le mot que j'entends le plus dans la bouche des Dunkerquois, c'est le mot mort. L'industrie se meurt, le centre-ville meurt, Dunkerque meurt. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont voté pour moi. C'est comme une forme de... on ne sait pas trop qui c'est, mais il est quadra, il doit savoir ce qu'il dit, il est dunkerquois, et donc il ne peut pas faire de mal au territoire, il est jeune, et il va peut-être donner un nouvel élan à cette ville. En tout cas, c'est ce que je ressens très fortement en 2013-2014. Donc ma responsabilité, moi, le contrat que je passe avec les Dunkerquois, parce qu'il y a toujours un contrat entre un maire et sa population, qu'il soit explicite ou implicite, il y a toujours un contrat. Le contrat que je comprends des Dunkerquois, c'est qu'il faut relancer la ville, il faut la redynamiser, il faut lui redonner du peps, il faut lui redonner un avenir, en fait, en réalité. Et donc c'est vrai que je suis plus dans la stratégie de l'électrochoc. Quand quelqu'un a peur de mourir, il vaut mieux l'électrochoc plutôt que la méthode douce. Et c'est vrai que ce qu'on va apporter depuis maintenant 2014 est une transformation profonde de la ville. Et comme l'a dit Olivier, c'est une ville qui a l'habitude des transformations profondes. Et elle était dans une forme de crise. À chaque crise, elle se retransforme. L'esprit de Dunkerque, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Winston Churchill. Et c'est cette capacité de résilience exceptionnelle qu'a cette ville de sortir de toutes ces crises.
Parce qu'il n'y a pas eu que la Seconde Guerre mondiale. Il y en a eu plein avant déjà. Il y a eu la première aussi. Il y a eu la première où il y a eu des bombardements et puis tous les grands conflits contemporains en fait en réalité. Donc les enjeux contemporains, c'est quoi? D'abord, il y a l'enjeu du développement, qu'on le veuille ou non. On reste avec un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne, beaucoup de chômeurs de longue durée, des problématiques donc sociales. On a un enjeu. L'économie dunkerquoise est fondée sur deux grands piliers, c'est-à-dire qui sont dans la plateforme industrielle-portuaire. D'un côté, la sidérurgie, qui aujourd'hui est quand même remise en cause, je vais dire pourquoi, et l'énergie de l'autre côté. Quand on parle de transition énergétique, Dunkerque est au cœur des grandes transformations contemporaines. Dunkerque, c'est 21% des émissions de carbone industrielles de France. C'est 21% des émissions de carbone industrielles de France. Donc, quand vous parlez de climat, 1/5 pour les questions industrielles, c'est Dunkerque, en France. Bon. Donc, on voit l'enjeu. Le premier émetteur de CO2 en France, c'est ArcelorMittal, Dunkerque. Donc, Dunkerque est au cœur des enjeux climatiques. Donc, la décarbonation de l'industrie est évidemment une question majeure qu'on aborde avec les industriels. Et puis l'autre, c'est l'énergie. Centrale nucléaire, la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, 5,4 gigawatts aujourd'hui à Gravelines, candidate pour accueillir les EPR nouvelle génération, accueille un parc éolien de 600 à 800 mégawatts. Il faut transformer cette première plateforme énergétique européenne de l'énergie fossile en une plateforme européenne de l'énergie décarbonée. Donc on imagine aujourd'hui l'enjeu économique pour ces premiers piliers aujourd'hui. C'est 25 000 emplois, la plateforme industrielle portuaire. La question climatique, la question environnementale frappe de plein fouet cette agglomération. Le choix qu'on en fait, c'est d'en faire une force. Et aujourd'hui, on est tous mobilisés pour réussir la décarbonation avec des plans majeurs qui sont lancés. L'autre enjeu, c'était la diversification de l'économie. Je vais très vite, hein, s'il y a des questions, j'y répondrai, mais c'est la diversification de l'économie. On ne peut pas rester tout le temps dépendant de la plateforme industrielle-portuaire. Il faut réussir à diversifier. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose, par exemple, le cinéma. En fait, c'est une stratégie politique de diversification. En fait, en 2014, l'équipe municipale en place pense que Dunkerque peut être un lieu d'accueil de production cinématographique à cause des décors très particuliers. Cette ville a un charme fou, mais surtout a des décors très diversifiés, une lumière exceptionnelle. Et donc on se dit on peut en faire quelque chose pour le cinéma. Et on crée une cellule cinéma dans les services de la ville. Et en 6 ans, Dunkerque est devenue la 3e ville française d'accueil des productions cinématographiques. En 6 ans. On est ex-aequo avec Montpellier, derrière Paris et Marseille. En fait, c'est des niches qu'on a créées comme ça dans la diversification de l'économie. Le tourisme, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais au cours des 5 dernières années, la plus forte progression de fréquentation touristique en France, c'est Dunkerque. Vous ne l'auriez pas parlé, hein, celle-là. Eh bien oui, 2 hôtels 4 étoiles en cours de construction à Dunkerque, aujourd'hui. Et on continue effectivement à travailler des éléments de diversification en fait, de l'activité économique, de manière à ne pas être totalement dépendant aujourd'hui de... Évidemment, on a développé le tourisme de mémoire, surtout après le film de Nolan, et ça marche du feu de Dieu. Mais voilà, le but du jeu est aussi de pouvoir diversifier économiquement. Donc, sur l'économie, un immense enjeu sur la plateforme industrielle portuaire avec la transition énergétique et environnementale, et une volonté de diversification pour ne pas rester trop dépendant de cette économie-là et pouvoir offrir autre chose aux Dunkerquoises et Dunkerquois, parce que malgré tout ça, l'emploi industriel, c'est quand même, ça reste difficile. Les autres enjeux, c'est évidemment des enjeux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de chômage de longue durée, quand je parlais de taux de chômage. J'aurais pu parler aussi de la santé. Dunkerque, c'est aussi l'agglomération qui a été la plus touchée par les cancers liés à l'amiante. Et la plateforme industrielle portuaire, vous payez aussi le mauvais côté. Et cette question de la santé, aujourd'hui, si vous prenez la problématique de la santé, on est probablement l'un des bassins avec les taux de surmortalité les plus élevés de France, probablement ex-aequo avec le bassin minier. Ce n'est pas forcément l'image non plus que vous aviez de Dunkerque, mais sur les problématiques sanitaires, c'est des enjeux considérables. C'était une bataille énorme, et vous l'avez dit tout à l'heure, que j'étais un maire du combat, mais c'est un peu ça. Ça a été une bataille terrible contre l'État. En 2014, par exemple,
le meilleur outil pour diagnostiquer des cancers liés à l'amiante, c'est ce qu'on appelle un TEP scan. Il n'y en avait pas à Dunkerque. Et j'ai dû me battre pendant 2 ans, mais vraiment à aller défiler en bas des ministères pour pouvoir avoir un outil de diagnostic. Donc c'est un combat à mener systématiquement contre l'État sur des problématiques de santé, et puis on développe des politiques de prévention. Il y a surtout un gros enjeu qui nous tient à cœur, enfin 2 gros enjeux, c'est vraiment accompagner au maximum la population en termes d'éducation. Aujourd'hui, on veut faire de Dunkerque le territoire d'excellence où vous avez le plus de chances de réussir dans vos études à Dunkerque. Et donc on a créé un nombre de dispositifs assez incroyables. Il y a par exemple les parcours de réussite, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un engagement politique. Aucun jeune n'arrêtera ses études pour des questions d'argent. On lui donne automatiquement accès à un job saisonnier, à un emploi, à la ville, etc., à la communauté urbaine. Tout est mobilisé. Je prends l'engagement politique vis-à-vis de tous les jeunes. Aucun jeune n'arrêtera ses études pour des questions d'argent. Peut-être parce que ça m'a touché personnellement. Et heureusement que je joue au basket, parce que sinon, je ne serais peut-être pas là devant vous aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, la collectivité locale se substitue. On a mis en place des dispositifs qui s'appellent les classes bonus, les classes vacances. Les classes vacances, c'est une inspiration finlandaise. On a mis en place des dispositifs pour accompagner, et on a pris l'ambition de 0 décrocheur à la fin de ce mandat-ci, avec tout un dispositif. Donc, le pari qu'on fait, c'est le pari de l'éducation, en se disant que l'éducation nationale, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça génère des décrocheurs, ça génère des échecs scolaires, donc manifestement, l'État tout seul n'y arrive pas. Et donc, on a pris l'engagement, collectivité locale, où on allait l'accompagner. Ce n'est pas toujours simple. L'éducation nationale n'aime pas qu'on vienne marcher sur ses plates-bandes, c'est moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, on a pris ce pari. L'autre pari, en termes d'action sociale, c'est ce que vous avez mis dans votre titre, le prendre soin. On est en train de modifier toute notre philosophie de la solidarité autour du care. Vous connaissez sans doute ce concept, c'est-à-dire l'accompagnement humain et l'idée qu'à tout moment, on puisse avoir un recours. Et on a toute une réflexion actuellement sur quelque chose qui s'appelle le service public universel des besoins essentiels. Ça a été inventé avant le Covid, mais depuis, la notion de besoin essentiel a été reprise, où on fait vraiment un diagnostic de tout ce que sont les besoins humains et un diagnostic très exhaustif de toutes les réponses qui sont faites et analyser besoin par besoin les coordinations qui existent. Tout ce travail d'accompagnement est fait en matière de solidarité. On a des dispositifs uniques en France, quand on parlait d'innovation. La Fondation pour le Dunkerquois solidaire, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est des dons de particuliers qui permettent de financer des emplois pour des chômeurs de plus de 2 ans. Et c'est uniquement financé par des dons de particuliers et des dons d'entreprises. Il n'y a pas 1 euro d'argent de contribuable. Et aujourd'hui, on arrive à avoir 100% d'efficacité dans la réinsertion professionnelle de chômeurs de plus de 2 ans. C'est un dispositif qui nulle part ici à Paris, vous ne pouvez pas faire un don pour générer des emplois d'utilité sociale pour des chômeurs de plus de 2 ans. À Dunkerque, si. Voilà, à Dunkerque, les citoyens peuvent contribuer. Ils ne sont pas impuissants face au chômage longue durée. Voilà, je pourrais continuer comme ça longtemps. Et puis, donc, je finis juste sur la transformation physique de la ville. En fait, on a pris un pari en 2014 qui était le suivant. Olivier l'a très bien décrit. Cette ville de la reconstruction, elle a beaucoup de qualités, mais elle avait aussi quelques défauts, et en particulier celle d'être de la ville de la voiture. Puisqu'évidemment, on a reconstruit pour la voiture cette ville. À tel point qu'en 2015, Dunkerque était le bonnet d'âne du transport public et du vélo, puisqu'on avait moins de 5% des déplacements qui se faisaient en transport public et moins de 1% en vélo. Donc vous imaginez, la voiture, c'était la ville la plus bagnolarde de France en 2014. Et donc on s'est dit que ce n'était pas l'avenir, et que l'avenir, ça ne concernait pas que les industriels, que la logistique, que le conteneur, que le tourisme, et que ça concernait aussi le comportement des citoyens. Et donc on a mis en place tout ce qu'on appelle le programme éco-gagnant à Dunkerque, en commençant par évidemment le transport public, c'est-à-dire modifier le comportement par rapport à la voiture. Et donc on est devenu la capitale européenne du transport public gratuit. Et Dunkerque est la seule agglomération au monde à avoir doublé la fréquentation du transport public en 3 ans. Je crois que la deuxième agglomération en termes de performance, ça doit être 10-15%. Nous, on a doublé. Oui, on fait ça sympa. Et donc depuis maintenant quelques temps, on est maintenant parmi les meilleures agglomérations françaises en matière de transport public. On est en train de développer un plan vélo. On a l'ambition de tripler l'usage du vélo sur Dunkerque. On a été reconnu là comme la plus forte progression par la FUB. Et puis, on n'a pas voulu s'arrêter, évidemment, au comportement lié à la mobilité. On est en train de revoir complètement toute notre politique déchets, donc avec une très forte ambition de réduction.
On est en train de mettre en place tous des dispositifs pour les économies d'eau. On finance des récupérateurs d'eau de pluie, par exemple, à Dunkerque. On est en train de faire une stratégie très puissante pour la réduction de la consommation d'eau, en gardant l'eau utile. Et puis sur la performance énergétique des logements, Dunkerque est devenue la référence des politiques publiques en France, puisque le rapport Sichel qui a été donné à Emmanuel Vargon sur l'évolution de l'accompagnement des politiques publiques en matière d'amélioration de la performance énergétique du logement, c'est le cas de Dunkerque, tout simplement. Ça s'appelle le dispositif Éco-Habitat, la prime Éco-Habitat. C'est des diagnostics qui viennent gratuitement chez vous, qui font le diagnostic du bouquet de travaux que vous devez faire et qui font avec vous le diagnostic de toutes les aides que vous pouvez avoir. Et en plus, on vous accompagne avec les entreprises. On ne peut pas faire plus. Donc, et pour les plus modestes, ça ne coûte rien. Il y a juste le gain sur la facture énergétique à la fin. Donc aujourd'hui, en fait, l'agglomération est rentrée dans une nouvelle avant-garde. Voilà. Il y avait une avant-garde à un moment donné. L'avant-garde du XXIe siècle n'est plus l'avant-garde du XXe siècle. Et évidemment, physiquement, ça se voit. Puisqu'on a évidemment, à l'occasion de la mise en place du transport public gratuit, on a très fortement transformé la ville. On a réouvert un canal, on a piétonnisé des rues, on a fait beaucoup de place au vélo, on a fait des sens uniques là où il y avait des doubles sens, donc on a redonné de la place aux piétons. Et puis parce qu'on a aussi des logiques de submersion marine et d'inondation, on a refait toute la station balnéaire et la digue, en mettant à la fois une dimension touristique, mais surtout une mission de protection du littoral. Donc voilà, en fait, cette ville est en train de, à partir d'une crise des années 2010, elle est en train de repartir vers l'avant et regarder une nouvelle avant-garde. Et maintenant, elle regarde le XXIe siècle, elle regarde l'enjeu climatique, elle regarde l'enjeu environnemental, elle regarde l'enjeu submersion, des inondations, elle regarde l'enjeu énergétique. Voilà. Donc elle s'est projetée vers un nouvel horizon. Voilà. C'est incroyable. Enfin, on mesure les changements de paramètres. À travers ce que vous avez dit, en 10-20 ans, les changements de paramètres pour faire la ville ont complètement changé. C'est même plus court, je pense, en termes de temps. Par exemple, sur les industriels, quand je suis devenu maire en 2014, je n'entendais pas encore des industriels comprendre à ce point ce qui allait se passer dans l'industrie. C'est il y a vraiment 3 ans où j'ai vraiment ressenti les mutations profondes qui allaient se passer dans le tissu économique. Donc effectivement, ça se passe très très vite. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui va vraiment très très vite. On le voit. Alors là, on va reprendre le terrain. Dunkerque, c'est aussi une agglomération, mais c'est aussi un ensemble de quartiers ou de bourgs. Je sais pas, c'est une ville qui est quand même une composition d'ensemble. Et vous, vous travaillez dans les quartiers, avec les populations, sur l'espace public ou... Oui, c'est ça. Je vais prendre j'ai quelques diapos aussi à passer, comme ça. Hop. Mais c'est le même constat, c'est des questions d'égalité aussi, entre les territoires, entre les micro-territoires et les îlots de vie. Et donc, moi, je travaille à la mairie de Dunkerque, à la ville de Dunkerque, à la direction de la culture. Et je travaille sur une mission qui questionne depuis 2008 les relations entre espace public et création artistique. Espace public étant entendu de multiples lieux, et pas les lieux forcément de centre-ville, justement, plutôt les lieux en périphérie des villes, en périphérie des canaux, justement. On a travaillé beaucoup avec Patrice à l'époque sur la question des canaux. Voilà. Et cette question de comment les quartiers populaires vivent aujourd'hui, avec toutes les difficultés et les précarités qui sont dans certains quartiers populaires, l'action culturelle doit y être, quoi. La culture peut faire de grands événements et c'est important. C'est important d'avoir des établissements comme le FRAC, comme les musées, comme une belle bibliothèque. Et puis à côté de ça, il y a aussi le quotidien de l'action avec les gens. Donc je pense que l'action culturelle telle qu'on l'a conçue, avec des amis, des gens, des habitants qui sont devenus des amis, des groupes de personnes, pour essayer de redonner un peu confiance en soi aux personnes qui en étaient un peu dépourvues dans ces moments-là. Donc on a travaillé sur une commune voilà,
qui jouxte Dunkerque, qui est commune associée à Dunkerque, qui s'appelle Saint-Paul-sur-Mer, sur un quartier en renouvellement urbain, qui allait être en renouvellement urbain. Et donc, le collectif s'appelle Collectif en rue, E-N, plus loin R-U-E. Parce que ce qu'on a entendu, c'était « mais on attend l'ANRU ». Tout le monde attend l'ANRU. Parce qu'une première rénovation devait avoir lieu et voilà, ça a échoué. Il n'y a pas eu ANRU. Et donc, ça fait 15 ans, 20 ans que les gens attendent une rénovation de leur logement dans ce contexte-là. Ce contexte-là, c'est une population de 2000 habitants dans cet îlot de vie, pour une ville, la ville de la commune associée de Saint-Paul, de 22 000 habitants. Voilà, c'est quand même important. Et donc on a ce genre d'action, il y a une petite, je sais pas, on a fait méthode au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on arrive sur un quartier, on ne sait pas ce qu'on va y faire, tant qu'on n'a pas rencontré les gens, tant qu'on n'a pas rencontré aussi les acteurs de terrain, les acteurs de proximité, des cellules de prévention spécialisées avec les éducateurs de rue, évidemment les responsables de la politique de la ville, de la commune, les services techniques d'une commune, les centres sociaux, les centres socioculturels, les maisons de quartier. Parce que si on arrive avec le paquet, déjà on sait ce qu'on veut pour vous, ça ne marche plus. Voilà. Donc on ne sait pas faire. En fait, on arrive, on ne sait pas faire. Et on va faire ce diagnostic qui prend du temps. C'est des actions longues. On a commencé cette action en 2015 et elle se termine en 2021. Donc c'est une action du quotidien aussi. Et ça, c'est la chance de travailler dans une direction de la culture qui permet ce type d'action sur la longueur. Donc le temps aussi. Et en fait, pour diagnostiquer après un temps de résidence journalistique, c'est la première chose qu'on a proposé, qu'un journaliste vienne en résidence, pour essayer de poser des questions, de faire des portraits de gens, de comprendre ce qu'est l'histoire de cette ville, parce qu'on ne peut pas bâtir quelque chose aujourd'hui sans comprendre un peu l'histoire d'une commune. Celle de Saint-Paul a toutes ses spécificités, ville ouvrière, et toute sa fierté, être fier d'être Saint-Paulois. Et donc, un journaliste a enquêté pendant 1 an et demi. Ça, je vous l'indique, bon, ça a donné 2 ans plus tard la publication d'un livre qui s'appelle Cheville ouvrière aux éditions Créafis, qui est un portrait d'un quartier en renouvellement urbain et en attente de renouvellement urbain. Suite à ces rencontres, on connaît mieux le contexte. À ce moment-là, on fait une réunion. On fait une réunion dans le local de la prévention spécialisée, en pied d'immeuble. Et on invite les gens qui souhaitent se réunir avec nous, des mamans, des grands-mères, des enfants, des hommes, quelques-uns. Mais là, on a pris la photo un peu tard. Je crois qu'il y avait un match de foot à 16h. Donc ça a un peu changé la sociologie du diagnostic. Un fond de plan du quartier et 3 calques prêts. Un calque qui dit l'existant de ce quartier du point de vue des espaces publics. Qu'est-ce qui existe? Des réverbères, de la lumière, des bancs, des jeux. Voilà, on fait un diagnostic. Après, on fait un diagnostic des besoins des gens. Est-ce qu'on peut se réunir dans l'espace public? Est-ce qu'il y a des lieux adaptés pour être un peu au calme dans l'espace public, etc. Donc c'est un diagnostic des besoins, des attentes, et on ose le mot, hein, et des désirs des gens qui vivent là. Et puis on fait un diagnostic, le dernier, qui est le diagnostic des savoir-faire de chacun qui est là. C'est incroyable le nombre de savoir-faire que tout le monde possède, notamment des savoir-faire techniques, parce que beaucoup ont travaillé au chantier naval. Beaucoup ont des qualités de soudeur, par exemple. Les mamans se débrouillent très bien dans tout le bricolage du quotidien dans la maison, par exemple. Bref, un relevé des savoir-faire. C'est très important parce que ça va constituer le groupe de travail qui va être
la deuxième réunion. Et la deuxième réunion, il n'y en aura pas en fait. On donne rendez-vous sur un chantier. Et là, on a constitué une équipe qui associe à la fois des habitants, donc volontaires, pour réaménager, se réapproprier leur espace public, construire des lieux de convivialité. 2000 enfants, pas un jeu pour enfants dans cet îlot de vie. Un convisport surinvesti, où les plus grands gagnent toujours quoi, sur les petits. Et donc on se dit, voilà, construisons avec les gens, à vue. Et donc, 15 jours après cette réunion, on ouvrait le premier chantier, à vue, en extérieur, qui sont des chantiers de construction à partir de matériaux de récupération dans les collectivités, parce que les collectivités stockent un nombre incroyable de choses, et donc nous, on demandait à les récupérer pour les réemployer, et associer ça à du bois de très bonne qualité. Et donc, on a donné rendez-vous un 1er mai. On aime bien travailler sur les temps, aussi les week-ends. Un chantier type, c'est 3-4 jours consécutifs, de 10 heures à pas d'heure, en extérieur, chantier à vue, c'est-à-dire avec des machines. Voilà, tout le monde peut y venir. Et puis, on déjeune ensemble, on prépare un repas. Voilà. Et c'est chaque mois comme ça, par saison, de mars à novembre. Et ça a duré jusqu'en 2020. Voilà. Entre 2007 et 2020, on a réaménagé des choses dans l'espace public avec les gens. Le chantier, c'est des échanges de savoir-faire, des apprentissages, des gosses qui rencontrent pour la première fois des jeunes architectes issus de l'école d'architecture de Belleville, par exemple, des artistes, des plasticiens, des plasticiennes. Donc on se dit, c'est possible d'être architecte par exemple. C'est la première fois qu'ils rencontrent des architectes. Mais sur le chantier, impossible de distinguer qui est habitant de qui est architecte. D'ailleurs, les plus jeunes, c'était les architectes. Et en fait, ils ne savaient pas souder, les architectes. Et ils ne savaient pas faire le travail de charpente, de construction. Donc tout ça s'apprend par des échanges de savoir-faire. Voilà. Voilà un peu la méthode. Qu'est-ce que ça donne aussi un temps de chantier? C'est un temps de parole. Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas toucher une scie circulaire ou qui ne veulent pas construire. Mais par contre, ils veulent parler, discuter de leur quartier. Et donc, il y a une sorte de consultation permanente de la vie du quartier. Donc, je vais passer quelques images pour vous donner. Voilà, donc on a une levée de cet ensemble d'immeubles qui s'appelle Guilmer-Jean-Bart. Dans le relevé aussi, la carto, c'était important de comment les habitants nomment les lieux. Par exemple, il y a une rue qui traverse Guilmer-Jean-Bart, et ça ne s'appelle pas du tout du nom de la rue, ça s'appelle la Frontière. Donc si on ne comprend pas, on se donne rendez-vous à la Frontière, on va à la Frontière belge. Vous voyez, donc ça ne marche pas. Donc il faut bien comprendre ça. Voilà, donc les chantiers sont à vue. Il y a une association qui a été créée par des éducateurs en prévention spécialisée, qui était là, qui était dormante. Donc on a remonté l'association, ce qui permet de sécuriser les chantiers, d'avoir une assurance, ce qui permet aussi d'aller chercher des financements. Toute l'économie du projet fait partie du projet. Toute l'économie est débattue avec les gens. Bon, souder, jouer. Pendant qu'on y était, on était sur 2 chantiers, sur 2 sites. Après, parce que comme ça a fait un petit peu écho, ce qu'on faisait dans ce quartier de Saint-Paul-sur-Mer, un autre quartier en renouvellement urbain, sur la commune de Tétéghem, Coudekerque village, quartier de Grotte, la politique de la ville nous dit « mais vous ne pouvez pas faire la même chose aussi chez nous ». Et donc, c'était intéressant parce qu'on avait 2 quartiers dans des contextes très différents en comparaison. Là-dessus arrive une équipe de sociologues, le laboratoire de Paris 8 Expéris, conduit par Pascal Nicolas Lestrade. Donc, le chantier se dote de la recherche, et la recherche fait chantier. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un blog, si vous voulez, je pourrais aussi vous donner les références du blog, qui est un blog qui témoigne de ce que c'est qu'une recherche-action.
voilà, un sociologue. On a travaillé sur le Molin. C'était important de s'approprier ce bout de ville. Parce que la ville est en train de se faire sur ce bout de Maule. C'est là où tout à l'heure, il y avait le bâtiment de la halle au sucre. À l'extrémité, il y a sont accueillis des artistes accompagnés par la communauté urbaine de Dunkerque, Fructose, atelier d'artistes. Donc ils nous accueillent, ils accueillent ce collectif. Le collectif, donc je l'ai dit, il regroupe des habitants qui viennent, des habitants de Saint-Paul, des habitants de Tettegem, viennent travailler sur le Molin. C'est très important de ne pas aussi rester dans son quartier, mais d'aller travailler dans l'espace de centre-ville presque maintenant. Et puis viennent aussi des associations. On travaille avec l'association Les Papillons Blancs de Dunkerque, qui accueille des publics en situation de handicap. Et donc, sur des ateliers, des accueils de jour, ils viennent travailler avec nous sur ces chantiers. Voilà l'enjeu. Bon, les choses qu'on construit sont peut-être pas faites pour durer. Et c'est pas très grave. On les entretient, voilà, le temps qu'on est là. Mais après, si ça disparaît, c'est pas très grave, je pense. Voilà, on a construit cette arène qui est un lieu pour les amoureux aussi. Hein, comme ça, ils sont à l'abri du vent, parce que ça donne sur le bassin. Mais on y fait aussi de la musique, hein, si on veut. C'est un petit panier à salade qui fait amphithéâtre. Vous voyez le gigantisme, toujours les échelles. Nous c'était immense à construire ça. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup de transmission. Voilà. On a fait des films aussi pour témoigner de tout ça. Donc le livre. Des dédicaces de ce livre. Ça permet aussi aux gens de Saint-Paul on a offert le livre, bien sûr, à plein de gens. Donc tout ça, c'est essayer de prendre soin des gens qui sont là, des différentes communautés qui vivent là, qui ne se parlaient pas forcément parce qu'il n'y avait pas de lieu pour s'assembler. Donc depuis qu'il y a des lieux pour s'assembler, au moins les enfants jouent ensemble au centre. Après, les parents, c'est plus compliqué. Ce qu'on faisait déjà, Patrice, place du Palais de Justice, c'est-à-dire qu'il y a des fêtes qui sont organisées par les quartiers, des dimanches après-midi, des barbecues, et nous, on est là aussi en appui. C'est-à-dire qu'on n'impose pas, on est là aussi dans le rythme du quartier, et dans le rythme de ce qui est proposé en termes d'animation pour les habitants. Bon, après, on se donne des gros moyens, parfois. Donc on est accompagné. Je souligne l'accompagnement de la Fondation Carasso, par exemple, qui nous accompagne depuis 3 ans, sur un axe qui s'appelle Art citoyen. Voilà. Bon, c'est des rencontres, hein, beaucoup aussi. Après, on a réussi à créer 3 emplois dans ce contexte-là. Des gens se sont formés, des gens ont retrouvé un peu de confiance en eux. Et donc aujourd'hui, ils travaillent avec certains architectes qui sont plus des architectes artistes, comme Feda Wardak, par exemple, qui travaille aux ateliers Médicis aussi à Clichy-Montfermeil sur les choses. Bon, voilà, c'est un des 3 architectes qui était avec nous. Quand même, les gamins, voilà, quoi. Bon, voilà. Beaucoup d'images. Hein. Voilà. Une image avec des coquelicots, c'est bien pour finir. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que tout ce travail d'approche ascendante, on aime bien voir ce que ça donne, quoi, parce que c'est quand même des méthodes très innovantes. Et
Je pense que ces méthodes-là, elles sont appliquées partout dans le monde. À un moment donné, il y a des nécessités à refabriquer son espace public, même en urgence. Ne serait-ce que pour faire une fête, une pièce de théâtre, on fabrique un gradin. Alors se pose la question des normes dont on parlait tout à l'heure. Se pose la question de mais qui nous autorise à faire ça? Voilà. Bon, je vous rassure, hein, à Saint-Paul-sur-Mer, à Dunkerque et à Tétéghem, on a la validation du maire. Comme le dit Patrick Bouchain, il faut avoir la validation du maire avant de commencer à faire les choses. De cette action, enfin, je ne sais pas comment la nommer, action culturelle, action sociale, action urbaine, on va vous poser des questions sur l'action peut-être plus culturelle à travers votre lieu, parce que vous dirigez un centre qui s'appelle le Château Coquel, qui est un des derniers bâtiments ayant subsisté au bombardement. Oui, alors bonsoir à tous. Donc moi je suis Paul Leroux, le directeur du Château Coquel. Alors le Château Coquel, c'est un équipement culturel, c'est un centre culturel associatif, mais c'est pas une structure de centre-ville. Hein. On a parlé tout à l'heure de Dunkerque, structure urbaine composite, hein, avec des villes assemblées les unes aux autres et Rosendal, donc c'est un quartier désormais de Dunkerque, mais précédemment c'était une ville, hein, comme Malo aussi, hein, et qui a été rassemblée et associée à Dunkerque, et qui, du coup, c'est dans la structure urbaine, c'est des territoires qui comportent même leur cœur de ville, hein, leur micro-cœur de ville, toujours la même, voilà, et qui ont donc aussi une identité dans l'ultra-local qui est significative. Et le Château Coquel, c'est donc un centre culturel qui se retrouve, qui est hébergé dans un... Alors on dit un château, mais... Alors, on dit un château parce que tout a été détruit, quoi. Donc forcément... Là, c'est plutôt un manoir, c'est plutôt une grosse maison bourgeoise qui, à un moment, on appelle château parce qu'il n'y a tellement plus beaucoup de pierres d'avant, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Hein, voilà. Et donc, du coup, le bâtiment, il appartenait à la famille Coquel. Et la famille Coquel, c'était un patron commerçant, quoi. C'est un patron du commerce portuaire qui a créé, finalement, qui a été un des créateurs du territoire de Rosendal, en tous les cas de son développement, chevalier de l'ordre de Malte, hein, chef, président de la Chambre de commerce et d'industrie, député, maire, enfin voilà quoi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les lieux culturels se retrouvent dans les anciens lieux de ces bastions industriels et commerciaux. Il y a la même chose un peu avec le lac d'ailleurs, hein, puisque le lac, donc le lieu d'art contemporain, c'est issu d'une collection d'un patron d'industrie aussi. Ah oui, l'histoire est jolie d'ailleurs. Bah oui, ouais. Et puis il y a la même chose avec le FRAC finalement. C'est aussi un lieu de l'industrie qui est devenu lieu culturel. La Halle au Sucre, c'est aussi un ancien lieu. Il y a comme ce réemploi de cette histoire industrielle, industriello-portuaire, et qui est là et qui est présente dans les lieux culturels d'aujourd'hui, quoi. Il y a cette filiation-là, quoi, qui a du sens. Et le prendre soin, il prend marge là, il prend naissance aussi là-dedans, puisque, y compris la famille Coquel qui a cédé le château Coquel dans les années 70 à la ville, l'a cédé avec une clause en sollicitant, en souhaitant qu'il y ait des actions culturelles et jeunesse. Donc on était un peu dans cette histoire-là. Et donc le Château Coquel, qui est maintenant un centre culturel associatif, on a pris le nom du lieu, mais il faut savoir qu'on était une maison des jeunes et de la culture avant. Et ça aussi, c'est le prendre soin et c'est l'histoire du territoire. Parce qu'il y avait 4 grandes MJC à Dunkerque. Hein. Il y avait Grande-Sainte, Malo, Rosendal et Dunkerque-Centre, y compris des maisons des jeunes et de la culture qui ont eu une reconnaissance nationale, hein, comme la MJC Terre-Neuve, dans tout ce qu'elle a pu développer. C'était la MJC de centre-ville,
a laissé des traces, y compris au niveau fédéral, au niveau de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture. Là, on était bien dans le prendre soin, puisque les MJC, ça a été créé à l'après-guerre, c'est la reconstruction, quoi. C'est l'hypothèse d'un plus jamais ça, quoi. On va travailler avec les jeunes pour qu'il n'y ait plus jamais cette histoire et que ça ne se reproduise plus, quoi. Et donc le Château Coquel, ce centre culturel, est dans cette filiation et dans cette histoire. C'est une association qui a été créée en 1966 et qui est restée Maison des jeunes et de la culture jusqu'il y a 9 ans, avec mon arrivée. Mais c'est pas moi qui... Enfin, je n'étais pas tout seul à la manœuvre. Hein. Le fossoyeur, c'est pas... Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais du coup, j'aurais mieux fait de... l'erreur. Non, mais toujours été comme... Par contre, ce qui se passe, c'est que aussi dans cette histoire du prendre soin, au-delà de la question culturelle, il y a la question sociale qui est forte, hein, on l'a bien dit, et il y a une grande fédération, la Fédération des centres sociaux, qui est fortement présente sur le territoire. Et c'est le territoire Dunkerque. Alors Dunkerque, ville comme l'intercommunalité, est fortement doté en équipements de proximité. À savoir les centres sociaux, avec ce travail à destination des familles, de l'enfance, de la petite enfance, des aînés, hein, voilà, la PMI, voilà. Et il y a un maillage territorial qui est assez significatif, hein, c'est une des grosses fédérations au niveau national. Et donc, du coup, les MJC, à un moment, qui existaient avant, se sont retrouvés dans un champ concurrentiel et à un moment, elles se sont redirigées vraiment et centrées sur l'action culturelle et artistique. C'est cette histoire-là, c'est l'histoire des MJC un peu globalement en France, hein, d'ailleurs, pas plus. Mais c'est intéressant de voir ce prendre soin qui existait là, quoi. Alors pour le coup, le Château Coquel, lui, a conservé cet héritage de l'éducation populaire, quoi, y compris dans sa matrice de travail actuelle, quoi. Ce qui fait du Château Coquel une structure culturelle assez singulière, d'ailleurs, hein. On n'est pas les grandes cathédrales, hein, de la culture. On est plutôt dans cette hybridation, quoi, entre une histoire sociale ancienne et un travail vraiment de proximité à des publics, au territoire et à ceux qui le traversent, et à cet intermédiaire en lien quand même avec les grands pourvoyeurs de la culture, les grandes cathédrales que sont le FRAC, le LAC, voyez, donc avec un travail de concertation et de partenariat fort, quoi. Ce qui nous fait nous retrouver d'ailleurs sur les projets comme en collaboration avec l'ANRU, puisque on sort, là on vient de finir, 2 résidences d'artistes qui ont été mises en œuvre sur le quartier de Grotte, à Tettegem, une résidence photographique et une résidence dans le champ des arts du récit, dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle le projet Passerelle, qui a vocation, au fur et à mesure, par de l'action culturelle et artistique, d'accompagner, de témoigner, d'être présent sur tout le temps de renouvellement urbain de ce quartier de Grotte, quoi. Donc, on vient de sortir d'une double résidence de Nanda-Gonzague, qui a donné lieu d'ailleurs à un ouvrage dans lequel il y a aussi une amorce de recherche, puisqu'Antoine Tricot écrit dedans, un quartier français de Nanda-Gonzague, qui traduit ce renouvellement urbain et la question, je dirais, de l'impact d'un renouvellement urbain sur l'habitant, sur les habitants. Alors, pas dans une position critique de la réalité, hein, c'est comme ce que disait Patrick, à un moment, il y a nécessité de rebâtir, hein. Notamment à De Grotte, c'est quand même un quartier qui a souffert de malfaçons aussi, et il est à un moment où, ben oui, de toute façon, reconstruire, ça coûtera bien plus cher qu'à un moment de se dire on retente une nouvelle aventure architecturale et urbaine. Et nous, à un moment, on s'est positionné, nous, le Château Coquel, d'ailleurs, on est un lieu dédié à la photographie, aux arts du récit et à la danse. C'est nos 3 domaines d'intervention significatifs. Et à ce titre-là, on est intervenu en disant que l'action culturelle et artistique peut être un espace d'une autre parole, d'une autre expression de ces histoires-là. Parce que c'est aussi des histoires, et on revient à ce que disait M. le maire,
ou Renaissance, c'est quand même les habitants qui sont la réalité de ce territoire. Et là, on vient dans l'hypothèse de proposer un pas de côté par l'action culturelle et artistique, notamment par la présence de l'artiste qui met en parole, qui met en image ces réalités vécues, et ben ce soit aussi prendre soin et sortir de l'anonymat des grands processus urbains. Quoi. Vous voyez, c'est être au plus près et au réel et donner à voir, à entendre, voilà, des histoires singulières. Quoi. Ah, merci. C'est assez étonnant, mais vraiment, vous nous donnez un panorama complet de Dunkerque, mais on pourrait continuer toute une journée aussi, je pense. C'est tellement riche comme territoire. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter tout de suite. Enfin, peut-être... parce que vous m'aviez parlé du port et de ce phénomène un peu particulier où le port avait accepté de se dégager de certains espaces pour la ville. De certains espaces, oui, enfin pas tout à fait. C'est-à-dire que le port, en fait, a une domanialité, un statut juridique qui est très contraignant. Et donc, il y a eu à Dunkerque une collaboration, un partenariat qui a été le fruit d'une politique menée. Donc c'est à ça que vous faites allusion, je pense, et qui a permis justement que ce projet dit Neptune puisse se développer. Et ce qui n'a pas été le cas dans d'autres villes portuaires. Et si on se place sur une comparaison plus internationale, on voit bien que Londres ou les villes portuaires d'Europe du Nord, par exemple, même en Italie, s'étaient engagées dans des projets de reconversion et de rénovation urbaine assez importants, ce qui n'était pas le cas en France en raison des contraintes propres au statut juridique portuaire. Voilà. Donc là, il s'est passé des choses qui étaient sans doute nécessaires d'ailleurs, parce que cette ville était quand même à l'étroit, enfin tout son centre était à l'étroit, et donc voilà, il y a eu une négociation et une forme d'accord entre la collectivité locale, disons, et puis l'institution portuaire. Moi, ce qui me semble peut-être intéressant aussi à souligner, c'est, je pense, la question des transports gratuits. C'est qu'évidemment, ça porte sur des questions de mobilité, par définition. Mais j'ai l'impression que, en fait, il y a une autre façon, peut-être une façon un peu différente d'envisager l'action dans la ville, c'est-à-dire moins par des grands équipements. Même si moi-même j'en ai montré, comme le FRAC, etc., mais enfin qui existait déjà, et peut-être plus, disons en termes d'aménité, en se tournant vers l'usager ou vers l'habitant, et peut-être que ce serait intéressant de savoir là ce qu'en pense le maire. Oui, non, tout à fait. Enfin, je suis convaincu que la population attend moins des grands équipements aujourd'hui que de l'aménagement de l'espace public ou des politiques publiques. Tout à l'heure, quand j'ai décrit les grandes politiques publiques, je vous ai parlé de déchets, je vous ai parlé de performance énergétique des logements, je vous ai parlé de la politique de l'eau, je vous ai parlé de la politique de mobilité, je vous ai parlé des grands services publics finalement portés par ces intercommunalités. Et au moment où on est en train de parler de ville durable et de développement durable, c'est beaucoup plus important de se poser la question des grands services publics que la question des nouveaux équipements. Le problème, par contre, qu'on a sur les grands équipements aujourd'hui, parce que ça nous rattrape, c'est pas tellement les nouveaux grands équipements qu'on a envie de faire, c'est les anciens qui ont tous été construits à la même époque. Évidemment, comme c'est une ville rasée, ils ont été à peu près reconstruits tous à la même époque. Et on arrive à un moment de leur obsolescence qui n'était pas programmé, mais qu'on se prend quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des enjeux en fait de reconstruction, parce qu'on
on n'est plus du tout dans les standards. Le château Coquel fera l'objet d'un beau lifting l'an prochain. Ça m'a coûté très très cher au budget 2022. Et en fait, on arrive à un moment, c'est toute la difficulté d'une ville reconstruite à peu près à la même époque, c'est que tout vieillit en même temps. Et on arrive avec une difficulté de la question patrimoniale au sens large du terme. Il y a à la fois le patrimoine qui a été délaissé, c'est-à-dire il faut reprendre tout ce qui est patrimonial au premier sens du terme. On a engagé un immense travail de revalorisation patrimoniale sur la ville, même sur les copropriétés, les îlots rouges par exemple de la reconstruction qui avait atteint un niveau de dégradation très avancé. Donc il a fallu réinvestir complètement tout ce qui est patrimonial. Et plus largement, ce qu'on appelle le patrimoine municipal, c'est-à-dire salles de sport, les écoles, etc., est dans un état aujourd'hui de délabrement avancé où il faut de toute façon réinvestir. Donc la grande priorité, c'est les politiques publiques, c'est l'espace public aujourd'hui, parce que c'était une grande défaillance de Dunkerque que d'avoir un peu négligé son espace public, pour plein de raisons. Quand j'étais directeur de l'agence d'urbanisme, on avait fait un guide identitaire du territoire, on essayait de rechercher ses caractéristiques. Et dans ces caractéristiques, on avait mis un truc qui se résumait par le fonctionnel plus que le beau. En fait, on a des canaux formidables, on en a plus qu'à Bruges, mais au moment de la reconstruction, on s'est dit, tiens, on va mettre toutes les 4 voies le long des canaux. Et donc, du coup, on hérite d'une ville où la bagnole et sur les espaces les plus nobles et les plus intéressants. Donc c'est vrai que l'espace public a probablement été le parent pauvre en fait, du moment de la reconstruction. Les espaces publics que tu as montrés tout à l'heure ont beaucoup d'essais. Tu as montré par exemple les jardins du boulevard Sainte-Barbe qui sont devenus une contre-allée pour les bagnoles. Enfin, les belles images que vous avez vues tout à l'heure, en fait, elles sont devenues tout autre chose avec la présence de la voiture. Et finalement, il a fallu aussi beaucoup retravailler l'espace public. La digue, par exemple. Donc oui, c'est vrai qu'on a privilégié les politiques publiques et les espaces publics. Malheureusement, les équipements sont en train de nous rattraper. Donc tu as vu, par exemple, le stade Tribu, on a dû le refaire. La patinoire, on a dû le refaire. Et je pense que, malheureusement, on est un peu rattrapé par la question des anciens équipements, en fait, en réalité. Alors, je ne sais pas si on va parler du carnaval. On va peut-être poser d'abord des questions. À moins que vous vouliez poser des questions sur le carnaval. Bon. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je suis dunkerquoise d'origine, expatriée à Paris. Revenez. On pourrait en parler. Je voulais vous remercier et vous dire bravo. Bravo parce que depuis quelques années, on voit le travail qui a été effectué, on voit les réalisations, ça se voit, ça se sent. On sent que l'économie repart. J'en suis émue parce qu'il y a aussi beaucoup de valeurs qui passent à travers votre discours. Et je voulais vous dire merci aussi pour ça. Parce que le Nord et Dunkerque, c'est une certaine valeur du collectif, c'est une certaine valeur du bien commun. Vous parlez d'être ensemble, de coopération. Je pense que ça aussi, ça fait l'avenir. Et vous êtes en train de le montrer, d'intégrer l'ensemble des populations. Et bravo et merci pour ça, parce que c'est une réelle fierté d'être dunkerquois. Encore plus. Donc merci beaucoup. Au-delà des clichés qu'on a tous vécus et qu'on continue à vivre, vous êtes en train d'inventer le renouveau du Nord et bravo. J'avais des questions quand même. J'avais 2 questions. Une question sur l'environnement. Vous en avez parlé, mais on a beaucoup d'enjeux sur Dunkerque d'environnement. La mer, la dune. On a aussi le procès du siècle avec Dunkerque. Avec Grande-Synthe, excusez-moi. Voilà, donc c'était ma première question, c'est comment est-ce que le prendre soin prend soin de l'environnement? Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on prend soin aussi de toutes les populations? Vous avez un peu abordé l'enjeu des migrations. C'est un enjeu, aujourd'hui, toute ma famille est encore dans le Nord et ils me racontent qu'ils voient des canaux abandonnés avec des tailles de chaussures de plus en plus petits. Donc des enfants partent sur ces canaux. Comment est-ce que la ville peut aussi aborder cet enjeu-là? Merci beaucoup. Je vais commencer par le... C'est une question pour moi. Merci d'abord pour la première partie. Ça me touche.
parce que moi aussi je suis né à Dunkerque, et quand on me dit qu'avant on était fiers d'être Dunkerquois, mais maintenant en plus on est fiers de Dunkerque, ça me touche. Donc merci pour la première partie. Sur la question des migrations, on touche à quelque chose d'extrêmement difficile dans la réalité quotidienne. Je vais essayer de l'expliquer pour tout le monde, parce que le débat sur la question des migrations en France n'est pas du tout le même que celui sur la Côte d'Opale. Et je m'explique. À Paris ou ailleurs, par exemple, enfin Paris c'est un peu spécifique, mais dans le reste de la France, on a affaire à des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Ou en tout cas des gens qui envisagent de demander l'asile en France. À Dunkerque ou à Calais, on a affaire à des personnes qui vous disent UK, qui ne veulent pas rester, qui ne veulent pas être prises en charge. Aujourd'hui, je suis beaucoup en lien avec les bénévoles sauveteurs de la SNSM, Sécurité en mer. Ils sauvent des migrants toutes les nuits. Ils arrivent sur des bateaux et certains les menacent au couteau pour ne pas les sauver, pour ne pas être sauvés. Ils ne veulent pas être sauvés. Et du coup, c'est assez désarmant. Parce que vous êtes un territoire de passage et vous avez affaire à des personnes qui ne veulent pas que vous les arrêtiez. Ils veulent passer. Ils ne veulent pas rester avec vous. Ils ne veulent pas apprendre votre langue. Ils ne veulent pas demander l'asile. Ils veulent qu'une chose, c'est passer de l'autre côté à tout prix. On a eu des situations incroyables. On a vécu près de Calais des gens qui se sont jetés sur des TGV. On a des gens qui sont prêts à mourir pour passer de l'autre côté de la frontière. Et donc la collectivité, elle est désarmée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire ce qu'on fait. On ne veut pas un mort. Et on fait ça. On essaie déjà de faire ça. On essaie d'éviter les morts. Alors je pense qu'aujourd'hui, avec les small boats, on n'y arrive plus. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas surpris que très rapidement, vous voyez un Neylan sur les côtes dunkerquoises. Parce que oui, il y a des morts en mer, là, actuellement. C'est évident. On repêche des corps d'adultes pour l'instant, mais un jour, on repassera le corps d'un enfant. C'est sûr, quand on regarde les gens qui partent aujourd'hui. Vous avez des gens, oui, qui fournis par des passeurs, qui mettent des bateaux sur la mer, presque par tout temps, et qui ne veulent pas qu'on les retienne. Voilà, qui veulent passer. Donc, je vous dis, pour résumer, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau des collectivités locales, c'est beaucoup d'impuissance, et c'est... je ne veux pas être le maire d'une commune où un jour on va retrouver un enfant mort qui soit de froid, noyé, blessé par balle. Voilà. Modestement, on essaie d'éviter un mort. Voilà. Et on ne sait pas faire beaucoup mieux. En 2015, je m'étais fendu d'une tribune dans les journaux locaux pour rappeler aux Dunkerquois qui ils étaient, parce que j'avais reçu un courrier qui ne m'avait pas plu. Parce qu'effectivement, on avait un certain nombre de migrants à la piscine et je pense qu'on avait un peu oublié, une partie de la population avait oublié qui on était. Quand je disais tout à l'heure, on était 300 habitants le 9 mai 1945, j'ai rappelé qu'on était tous des enfants de réfugiés à Dunkerque. Donc à un moment donné, je pense que depuis, c'est pas depuis cette tribune, je pense qu'elle a, elle a peut-être eu un impact, mais c'est pas ça qui a fait que. Depuis cette période, les esprits ont quand même évolué et moi je trouve que le vivre ensemble fonctionne. Il n'y a pas d'agressivité des migrants envers les populations dunkerquoises, je ne sens pas d'agressivité de la population dunkerquoise vis-à-vis des migrants. Je parle globalement, je ne dis pas que... mais globalement, le vivre ensemble fonctionne. C'est un vivre ensemble de cohabitation éphémère. En fait, en réalité, voilà, il y a une population qui ne veut pas être là, qui veut partir, mais ça se passe. Ça se passe. Les tensions arrivent au moment où il y a vraiment beaucoup. Là, c'est vrai que récemment, on était à plus de 2000 exilés sur le territoire de l'agglomération dunkerquoise. Ça commençait à faire beaucoup. Et là, chaque personne devenait témoin de bateaux qui partaient à l'eau, etc. Et la puissance, quelque part, des pouvoirs publics devenait visible. Comme si, quand elle est visible, elle est plus importante que quand elle n'est pas visible. Voilà.
Mais voilà un petit peu ma réponse, c'est-à-dire que je suis content de la façon dont se passe le vivre ensemble avec la population. Je ne sens pas de tension, ce qui est mon boulot quand même premier. Et si on arrive à éviter les morts, ben voilà, je pense que j'aurais fait mon taf. Après, ces migrations internationales, moi je le rappelle toujours à la population dunkerquoise, aujourd'hui c'est des migrations liées au conflit du Moyen-Orient, demain c'est des migrations climatiques, hein, et on est sur la route. Hein. Donc de toute façon, on va les vivre pendant de nombreuses années. Voilà. Donc voilà pour vous répondre sur la question des migrants, qui est une question difficile, hein, sur laquelle on a peut-être un petit peu moins de réponse. L'autre question, c'était l'environnement. En fait, le pari sur la décarbonation industrielle, en fait, l'environnement à Dunkerque, il y a d'autres problématiques, mais pour la population, c'est d'abord la qualité de l'air. Si vous interrogez les Dunkerquoises et Dunkerquois, ils ne vont pas vous parler de pollution de l'eau, ils ne vont pas vous parler de pollution des sols, ils vont parler de la qualité de l'air, et à juste titre. On ne sait pas trop ce qu'on respire à Dunkerque. Donc, et c'était probablement pas terrible. Et donc on a fait un gros travail sur la qualité de l'air. On a mis en place un observatoire local de santé qui se préoccupe de ces problématiques de santé et environnement. On a d'abord fait un gros travail pour savoir ce qu'on respirait quand même à Dunkerque. Donc là, il y a un énorme travail qui est fait aujourd'hui. On arrive mieux à identifier effectivement ce qu'il y a dans l'air. Et tout le travail qu'on fait sur la décarbonation industrielle, en fait, va nous permettre aussi d'avoir une problématique environnementale. Puisqu'en fait, quand vous remplacez le charbon de la sidérurgie par de l'hydrogène, les rejets ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, le travail qui est fait pour le climat va avoir des conséquences très positives sur la qualité de l'air. De la même manière, sur la dimension énergétique, le parc éolien, ce n'est pas la même chose qu'effectivement une centrale à charbon, une raffinerie ou autre, etc. Il n'y a déjà plus de raffinerie à Dunkerque, on est déjà dans l'après-pétrole, au niveau du port de Dunkerque. C'est le seul port en France où il n'y a plus de raffinerie. Donc, j'ai envie de dire, sur ces questions environnementales, on arrive à les lier à la problématique climatique quand on est sur la problématique industrielle. Parce que c'est ça qui fait que Dunkerque est différent du reste du monde, j'ai envie de dire. Après, il y a la question de la biodiversité. On va créer prochainement une agence locale de la biodiversité. On va être la première agglomération en France à créer ça, avec tout un travail de diagnostic qui est en cours, et tout un travail aussi dans la planification urbaine qui a été mis en place pour la question de la biodiversité. Je parlais tout à l'heure de la politique de l'eau. On a probablement aujourd'hui la politique de l'eau la plus avancée à l'échelle des agglomérations. De toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, Dunkerque, c'est la première labellisation en termes de sidérurgie. C'est-à-dire que sur les problématiques de transition énergétique et environnementale, quand vous regardez la labellisation des agglomérations, en premier, vous avez Dunkerque, en deuxième, vous avez Besançon. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand je parlais des politiques publiques aujourd'hui adaptées à ces problématiques environnementales et climatiques, aujourd'hui Dunkerque est la mieux labellisée. D'ailleurs, l'ADEME se sert de Dunkerque pour construire les référentiels, en fait, pour les autres agglomérations. Donc voilà, on est vraiment très sensible à cette problématique, comme si, pour nous, c'était un sujet d'avant-garde et de transformation d'image aussi. C'est-à-dire on veut être en avant sur cette question-là. Alors d'abord aussi parce qu'on sera plus touché demain. Sur la problématique climatique, on a des problématiques de submersion marine, mais on a un pôle d'air, et donc on peut être touché par des problématiques d'inondation continentale. On est en train de se préparer à la gestion des inondations continentales. Notre problème, ça ne va pas être la submersion marine, ça va être qu'on aura des concentrations de précipitations avec une élévation du niveau de la mer. Et comme on est un pôle d'air, on doit évacuer à marée basse et se retenir à marée haute. Et notre gros problème, c'est qu'en concentration des précipitations, on peut avoir des problèmes avec les inondations terrestres. Donc on est en train de se préparer au changement climatique. Et peut-être aussi parce qu'on est un territoire, parce qu'il était industriel et on était fortement impacté par la qualité de l'air, parce qu'on est touché par les problématiques de submersion marine demain, parce qu'on sera touché par les problématiques d'inondation continentale, parce qu'on a cette culture millénaire de la gestion de l'eau aussi sur nos territoires, etc., etc., ben, on a voulu être à l'avant-garde sur cette question-là aujourd'hui. Est-ce que la population y adhère? J'ai le sentiment, pas toujours. On a une population ouvrière, industrielle, pour laquelle parfois le facteur emploi l'emporte sur le facteur environnement. Mais on essaie de faire des gros efforts. La Hallo-Suc, c'est pas pour rien qu'elle a été créée à Dunkerque. La Hallo-Suc, c'est probablement le plus grand établissement en France, le plus bel établissement en matière d'éducation populaire autour des questions de ville durable.
Et si je suis président de France Ville Durable et que je m'en vais demain à Barcelone pour expliquer l'approche française des villes durables, ce n'est pas totalement un hasard si c'est Dunkerque non plus. Donc on essaie d'accompagner la population dans cette ambition pour qu'elle fasse sienne. Je ne vais pas parler de la politique de démocratie locale, mais il y a aussi cette idée-là. Moi j'estime, je termine là-dessus, excusez-moi d'être long, mais j'estime que la responsabilité d'un politique, c'est une dialectique avec la population, c'est un dialogue et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, moi je dois entendre ce que dit la population, mais je dois aussi lui dire des choses. C'est ma responsabilité. Donc, effectivement, j'entends, et il y a des choses que je ne fais pas, ou il y a des choses que je module, ou il y a des choses que je transforme dans mes politiques publiques, mais il y a des choses sur lesquelles je ne négocie pas. C'est-à-dire, à un moment donné, les enjeux de développement durable, pour moi, ça doit être l'ADN de Dunkerque, et si à un moment donné, ils n'ont plus envie que ce soit le cas, la politique publique, elle est cohérente. Si à un moment donné, il y a un truc qui ne leur plaît pas, eh ben, ils m'éjecteront la prochaine élection municipale. En tout cas, je fonctionne comme ça, et je trouve que les politiques publiques doivent être cohérentes, et à Dunkerque, en tout cas, on essaie de défendre ces idées du développement durable. Voilà. Un tissu militant associatif aussi, qui est quand même très présent sur le territoire, emmené par la Maison de l'Environnement, mais aussi un réseau d'acteurs déjà très sensibilisés aux enjeux industriels et des pollutions et tout ça. Et donc ce réseau militant aujourd'hui communique très bien auprès des populations parfois déjà sensibilisées, mais c'est le premier pas, quoi. Comme on pourrait dire sur la question de la migration, un nombre d'acteurs qui travaillent aussi là-dessus aux côtés de la ville et de la communauté urbaine, clairement, quoi. Nous, on a fait venir tout le travail de Serralong bientôt, qui va être mis en œuvre au FRAC, le travail de Bazin, des photographes qui ont fait un vrai travail de fond et de recherche sur la question migratoire, quoi. Voilà, donc on est aussi là-dedans, quoi. Il y a d'autres questions ? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour vos interventions que je trouve vraiment très passionnantes. Je viens de Lille pour vous écouter. Je suis étudiant en culture et développement à l'IAE. Et de fait, ces questions de développement par la culture et de culture comme levier auprès de ses habitants pour en prendre soin, comme la thématique le dit si bien. Je m'interrogeais sur justement qu'est-ce qui était mis en place dans l'interprétation justement de cette architecture et de ce patrimoine si complexe, du fait de l'identité de Dunkerque qui a été reconstruite au milieu du XXe siècle tout de même. Donc, et quelle était l'adhésion de ces habitants vis-à-vis des équipements institutionnels de réhabilitation de ces anciens bâtiments qu'ils ont pour la plupart tous connus, que ce soit le sucre, que ce soit d'autres bâtiments. Et je m'interrogeais également par rapport au projet des bains dunkerquois, que je connais bien, que je m'intéresse énormément, et que je remarque qu'il y a vraiment un engouement sur le fait que ce n'est pas un lieu dédié au travail, c'est un lieu de sociabilité, de socialisation des enfants, des souvenirs qu'ils chérissent. Et de fait, je m'interroge sur cette médiation entre les habitants, le patrimoine, l'architecture, l'urbanisme. Voilà. Donc, en fait, moi, je ne suis plus à Dunkerque, donc je ne suis pas le mieux placé pour savoir comment ça se passe aujourd'hui. Donc, je pense que ça sera une réponse plus collective. Mais juste un mot au sujet de la reconstruction. En fait, je crois percevoir qu'il y a quand même une évolution assez forte du regard de la population sur la reconstruction et notamment sur l'idée qu'il s'agissait là d'un patrimoine. C'est une énorme question en fait de savoir comment est-ce que les Dunkerquois ont accueilli cette reconstruction. Bon, je crois qu'il faut vraiment mesurer le choc que c'est pour une population de voir son environnement de vie détruit et revenir 10 ans ou 15 ans après pour, c'est-à-dire donc très long, presque
presque une génération, enfin, pour donc réinvestir en fait un espace qui n'est pas celui qu'on a quitté. Et donc la reconstruction à Dunkerque a été une occasion, le terme a été utilisé à ce moment-là, hein, pour moderniser la ville. Et donc il y a eu ce choix qui a été fait d'une architecture moderne. Mais moi j'ai été assez surpris parce que, somme toute, si on regarde les modèles urbanistiques de la reconstruction de Dunkerque, Théo Levaux, ils viennent beaucoup du nord, hein, et notamment des Pays-Bas, d'Amsterdam, d'un architecte qui s'appelle Oud, notamment. Et ça n'a pas été perçu comme une architecture nordiste. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. Voilà, donc je crois qu'il y a eu, bon, moi c'est mon interprétation, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments qui sont intervenus. Globalement, les gens étaient plutôt satisfaits de la qualité des logements parce que par rapport quand même aux logements détruits, il y avait une amélioration évidente. L'arrivée du confort en fait dans le logement. Après, ce qui a posé davantage question, c'était, j'ai envie de dire, l'esthétique. Mais l'esthétique est un biais, à mon avis, pour dire autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une réorganisation urbaine et architecturale, à savoir que, enfin, il faudrait prendre un petit peu de temps pour expliquer, mais à savoir que la spécificité, disons, des logements détruits avait peut-être tendance à se gommer par l'unification esthétique de la reconstruction. Donc, les gens, je pense, je disais, mais en fait, ce qui me différenciait vraiment de mes voisins avant, c'était disparaît un peu. Voilà, donc, pour échanger aussi avec notamment le responsable du centre des archives de Dunkerque, William Maufroy, lui me dit qu'il est très sollicité aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, autour donc par les scolaires, par les habitants, autour de la reconstruction, et que c'est désormais voilà, quelque chose qui est acquis. Bon, je suis ravi de savoir que les îlots rouges, qui sont quand même une pièce architecturale assez forte, font l'objet d'une politique de réhabilitation. C'est extrêmement souhaitable parce que également cette reconstruction a été au fur et à mesure, elle a été dépareillée et a perdu disons, toutes les formes de pureté, de pureté dans le bon sens, je veux dire, de qualité qu'elle pouvait avoir par son homogénéité. Et voilà. Et puis il faut aussi comprendre que comme c'est une ville entière en fait qui a été reconstruite, il y a des parties qui sont plus riches, plus intéressantes que d'autres, et qui méritent davantage d'être. Mais j'ai l'impression, et donc là, je vais laisser la parole aux autres intervenants, que sur ce point précis, qu'il y a quand même une évolution globale du regard, mais peut-être que je suis trop optimiste, je ne sais pas. Non, je pense que c'est assez récent. Moi, je ne suis pas dunkerquois, mais j'y suis depuis 20 ans maintenant. Donc, je pense que c'est récent. Parce qu'il y a 20 ans, quand on est arrivé, vraiment, on nous demandait « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Vraiment, hein. C'était toujours avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'étonnement. Voilà. Et donc, je pense que c'est en train de changer. Et il y a une mission patrimoine aussi au sein de la direction de la culture qui accompagne la sensibilisation de ces enjeux, de reconnaître la forme de la ville, son bâti, comme quelque chose qui a une valeur. Voilà. Et c'est assez récent tout ça, en fait, au sein de la direction de la culture, donc au sein aussi de la prise en compte par la commune de ces qualités-là. C'est pas si... voilà. D'une part. D'autre part, il ne faut pas douter, par exemple, que le musée portuaire est nommé par les dockers le musée mortuaire. Parce que c'est la fin du statut des dockers. Ça aussi, c'est quelque chose qui a traumatisé les villes portuaires, à Saint-Nazaire, voilà, à Bordeaux, d'autres. Hein. Mais à Dunkerque, c'est fort aussi, d'autant plus touché par l'amiante. Donc tout ça connecté, l'établissement, parfois, ça dépend des Dunkerquois, mais il n'est pas bien vu. Voilà.
Mais c'est pareil, l'histoire est en train de changer. Des générations, malheureusement, voilà, changent. Et donc, je pense que la ville commence à être reconnue pour ses qualités. Alors, ce n'est pas le geste de Perret au Havre, c'est sûr. C'est un autre geste plus subtil, je pense, d'ailleurs plus contemporain aujourd'hui, avec des îlots jardins, les îlots rouges pour ça. Voilà, c'est en train de se faire. Des labels, voilà, je sais que la direction de la culture réfléchit à la labellisation aussi là-dessus. Donc, quand Patrice Vergrit parlait des labels, voilà, ça pourra en rajouter. Sur les enjeux environnementaux, il y a le label Grand Site de France pour parler de la sauvegarde de l'espace dunaire aussi. Il y a des enjeux aussi de valorisation de l'espace dunaire là-dessus. Sur le volet culturel, par rapport à ce que vous dites, il y a quelque chose d'assez singulier. Moi, je ne suis pas originaire de Dunkerque, hein, je suis breton. Et j'étais dans le sud et je suis arrivé au moment de Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin, ça a été le même chemin. Mais juste vous dire que moi, pour avoir une formation en développement des territoires, quand je suis arrivé, j'ai fait un gros travail d'analyse et puis j'ai rencontré plein d'acteurs parce que c'est une préoccupation collective, cette question du patrimoine, cette question de cet urbain singulier. D'ailleurs, on le voit, y compris, on en a les échos dans l'action culturelle et artistique, puisque à un moment, le maire vous en a parlé sur la question du rapport au cinéma, mais le rapport à la photo est tout identique sur Dunkerque. C'est un territoire qui est ultra apprécié par les photographes. Je refuse régulièrement des photographes parce qu'il y a quelque chose d'une certaine forme d'étrangeté dans cette construction urbaine. Un urbain, c'est un millefeuille dans un territoire qui n'a pas été détruit, qui a vécu, qui s'est transformé, c'est un millefeuille. Là, les feuilles, elles sont visibles, quoi. Elles ont une espèce de... dans la structure, dans le bâti, on passe d'un univers à l'autre avec des césures assez significatives. Et là, vous parliez de la reconstruction, mais il faut savoir qu'à un moment, vous passez d'une ville, alors à l'échelle intercommunale, vous passez d'une ville à l'autre, ça peut être des univers architecturaux de construction complètement divers, multiples. On a aussi des maisons de filature à Coudekerque-Branche, on a les maisons qui sont liées à Aluminium Dunkerque un peu plus loin sur le Frincourt, où c'est d'autres inventions architecturales. Donc il y a comme des choses très tranchées et qui fait un territoire d'image très désiré. Mais au-delà de la question patrimoniale, moi, il y a une réflexion qui est plus en termes culturels dans le fond de l'anthropologie culturelle à penser, parce qu'au-delà de ça, c'est les représentations que les Dunkerquois ont d'eux-mêmes et de leur territoire. Et que pendant longtemps, le territoire et leur représentation, elles étaient comme imposées par l'extérieur. Comme si, globalement, et c'est ce qu'on disait, hein, la question de l'affrontement État-territoire local, comme si longtemps, il avait été décidé par l'extérieur. Et que là, on sent depuis quelques années, c'est même assez court, hein, c'est peut-être moins de 10 ans, qu'on sent comme une espèce de travail de réappropriation, de réenchantement de sa propre histoire. Quoi, voilà. Et pas... parce que là, on en a parlé d'ailleurs dans un quartier français, puisque Tricot et Christiane Voller ont réfléchi là-dessus en disant Dunkerque, c'est quand même, dans une représentation nationale, c'est quasiment l'étranger, quoi. Hein. C'est quasiment l'ailleurs, quoi. C'est là-haut. Alors que c'est à 2 heures hein, de Paris. Hein. Moi, j'ai mis 2 heures pour venir. Mais on a l'impression que c'est encore plus loin, quoi, dans les représentations collectives. Et donc, du coup, ça se projette et ça s'incarne. Et de la connaissance que moi, j'ai des habitants, il y a une estime de soi qui est fragile, quoi, qui
qui est sensible et qu'à un moment, un travail collectif, hein, que ce soit les structures sociales, culturelles, parce qu'il y a une dynamique collective artistique et culturelle que j'ai jamais vue dans aucun de mes territoires de travail. Il y a quelque chose là aussi de l'hérité des cultures populaires, des cultures solidaires, ça se retrouve même dans le carnaval, hein, qui est une autre forme de patrimonialisation. Hein. Je vous en avais parlé, où à un moment, Sophie Warlop, la conservatrice du musée du Lac et des musées des Beaux-Arts, dit avec juste titre, si on est tant investi dans ces actions populaires, culturelles, comme le carnaval, et puis il y a d'autres cultures populaires très fortes, hein, les géants, etc., c'est parce que c'est un besoin de patrimonialisation, quoi, qu'on n'arrive pas à incarner dans un bâti successif, et qu'on a eu du mal et dans lequel on s'incarne maintenant. Et comme si le patrimoine vivant devenait quelque chose qui est de l'ordre du rattachement. Et tout ça, c'est de la réappropriation d'une histoire et de la reconstruction d'une représentation de soi-même. Alors sur les bains dunkerquois, il n'y a eu que la façade qui a été rénovée pour le moment. Et il y avait un projet d'action publique sur le bâti, mais qui a été, compte tenu de l'actualité, qui a été reporté. Voilà. Il y aura pas de. Je pense que le musée du carnaval, titré comme ça, pour le moment, c'est ajourné. Oui, c'est ajourné compte tenu de l'actualité. On peut en faire autre chose. En plus, je ne sais pas si... Si vous n'avez pas d'autres questions, on va devoir se quitter, malheureusement. Vous voulez rien ajouter? On vous remercie beaucoup, hein, c'était vraiment passionnant.